discontinuité de l'individuel et du collectif. On se réjouit de t'entendre. Oui, merci déjà pour l'invitation. Donc puisque je parle un peu aux spécialistes des groupes, moi j'aimerais vous soumettre une question qui n'est pas relative au groupe, ou en thérapie de groupe, en psychothérapie de groupe, ou même à la psychanalyse de groupe proprement dite, mais à ce grand groupe qu'on nomme la société. Donc mon thème sera surtout sur l'incidence du social sur la personnalité. Et moi je traite de cette question lors d'un séminaire nommé Réalité collective et délire. Lors de ma première séance de ce séminaire, j'ai introduit le sujet à travers la question: est-ce que les réalités collectives existent vraiment? Parce qu'en effet, la réalité, ce n'est pas le réel au sens de Lacan, mais la définition du délire se fait souvent par opposition à la réalité, sans qu'on sache toujours vraiment comment définir la réalité. Donc, je ne vais pas prendre une position nihiliste en disant que la réalité n'existe pas. Mais je me demande quelle est l'extension de cette frontière qui caractérise le déclenchement du délire. Donc, la réalité, ce n'est pas le réel, ce qui implique que la réalité ne se confond pas avec la vérité. Je ne vais pas entrer dans les détails des rapports du réel et de la vérité, parce que sinon, là, on entre dans la philosophie. Et nous pouvons même supposer qu'à certains moments, la réalité collective ne se distingue pas complètement d'un hypothétique délire collectif. Cette question du délire collectif, je l'ai traitée en 2021, en décembre 2021, avec le groupe vaudois de philosophie, où j'avais présenté la situation de la communauté japonaise au Brésil à la fin de la Seconde Guerre. Il faut dire que la communauté japonaise du Brésil, c'est la plus grande communauté japonaise en dehors du Japon. Ce sont 200 000 personnes d'origine japonaise au Brésil qui ont vécu de façon un peu endogamique, où ils se mariaient entre eux. Donc ils ont gardé la culture japonaise à travers des générations depuis le début du XXe siècle. Et le problème qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la Seconde Guerre, ils ont refusé le fait que le Japon avait perdu la guerre. Ils disaient que non seulement le Japon n'avait pas perdu la guerre, mais le Japon avait gagné la guerre et que tout ce qu'on disait, c'était de la publicité des Américains. Donc c'est une histoire qui est devenue dramatique, puisque il y a eu un moment où ils ont commencé à s'entretuer, donc 200 000 personnes, ça s'est très mal terminé. Et donc ma question c'était, dans quelle mesure on pouvait parler de ce déni d'un fait de délire collectif. J'ai laissé ça comme point d'interrogation et je laisse toujours ça comme point d'interrogation. Je ne m'aventure pas à dire que le délire collectif, il existe. Alors, la réalité collective, elle peut être trompeuse, mais c'est elle, et non le réel, qui est notre point de repère dans l'écoute du délire individuel. C'est la raison pour laquelle nous devons remettre en question les limites de ce que nous considérons réalité. La réalité collective peut se résumer à un ensemble de discours, moi je dirais un conflit de récits, qui fait que ce que nous considérons réalité se resserre dans le discours courant, dans les récits dominants, dans ce que nous appelons la version du vainqueur. Dans ce sens, nous ne pouvons pas faire abstraction de la dimension politique dans le principe de réalité, ainsi que dans la définition de ce que nous appelons délire.
Nous entrons ainsi dans le domaine de la sociologie, avec un bagage particulier qui est issu de notre expérience de l'écoute des discours délirants. Nous allons nous infiltrer dans le champ de Pierre Bourdieu, quitte à nous confronter à lui et à son « tout est social ». Étymologiquement, le délire, c'est ce qui sort du sillon. Il est en rapport avec le troupeau, le discours délirant s'oppose à celui de la plupart, il est marqué par un écart envers le plus grand nombre. Dans le langage de Binswanger, le délire, il relève du monde propre, de la même façon que le rêve, et il oppose le monde propre au monde commun. Le monde commun, c'est ce que nous vivons ici. Le monde propre, c'est ce qui se passe lorsque nous rêvons. Nous devrons faire donc un pas supplémentaire à celui de Binswanger en remettant en cause l'évidence du monde commun. Nous sommes ici, ça c'est un fait, c'est évident. Mais le problème, c'est que le monde propre s'infiltre dans le monde commun. Nos rêves, ils s'infiltrent ici, dans chacun de nous. Ce que nous vivons ici est perçu différemment par chacun de nous. C'est toute la difficulté d'établir un monde commun et que j'appellerais réalité collective. Pour cela, nous devons trouver un dénominateur commun, une vérité commune, et nous pouvons le trouver dans les faits. Mais dès que nous ajoutons des éléments de valeur, ça veut dire le fait que nous nous réunissons ici, ce samedi, à telle heure, ça c'est un fait. Mais dès qu'on introduit des éléments de valeur ou de morale, nous nous éloignons des faits que nous entrons, et nous entrons dans le terrain de l'interprétation. Donc c'est un fait que nous nous réunissons ici, mais à partir du moment où nous commençons à dire que finalement ce qui a été dit ici, ce n'était pas politiquement correct, ou c'était ceci, cela, là on commence à entrer dans le terrain des valeurs. Et là on entre dans l'interprétation. Donc il y a cette distinction entre les faits et l'interprétation. La réalité collective devient plus difficile à situer à partir du moment où on entre dans l'interprétation. Je ne dis pas que la valeur et la morale ne font pas partie du monde commun, au contraire, mais nous sortons du domaine de l'évidence qui est un peu ce que Binswanger mettait, que le monde commun, il y avait une certaine évidence dans le monde commun. Et nous entrons dans le conflit des discours. C'est à partir de cette incertitude des valeurs morales que nous devons juger de l'éclosion du délire, que nous sommes appelés à distinguer des autres imaginaires. Le délire se distingue des autres imaginaires.